Bien, bonjour à tous et ravi de vous accueillir aujourd'hui donc pour notre 5e webinaire qui sera dédié à définir nos stratégies. Alors justement pour les personnes qui n'ont pas encore assisté à nos webinaires, juste pour introduire, cette plateforme en fait elle est issue des travaux de recherche du Rameau, à la fois sur la co-construction territoriale et sur l'innovation sociétale. Et avec nos partenaires que sont la Caisse des dépôts, le CGE, on a voulu mettre à disposition cette capitalisation pour les territoires et notamment ceux qui sont les plus faiblement dotés en ingénierie territoriale. Donc pour animer cette plateforme, on a mis en place un cycle de webinaires donc, qui a commencé le mois de janvier, donc pour présenter donc, le contenu de cette plateforme. Et vous le voyez sur l'ensemble de l'année, donc tous les mois, on a un webinaire qui est dédié à un thème et aujourd'hui c'est bien définir sa stratégie. Alors aujourd'hui, pourquoi parler de définir sa stratégie? En fait, définir une stratégie, c'est être capable de se projeter. Et aujourd'hui, dans un monde qui est de plus en plus complexe et qui se transforme profondément, se projeter, c'est un atout important parce que ça pose un cap qui est riche de sens pour les actions qu'on mène. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va bien de donner les clés de la démarche stratégique. Et pour ça, on va avoir 4 temps principaux qui seront notamment présentés par Charles Benoît. Donc il va nous parler des enjeux d'une démarche stratégique, le sens de la démarche stratégique et enfin en pratique, comment on met en place une démarche stratégique. Et comme dans chacun de nos webinaires, on finira cette séquence sur finalement ce que vous allez retrouver dans le cadre de cette plateforme. Alors juste avant de laisser la parole à Charles Benoît, juste pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, c'est que l'objectif de cette journée, de ce webinaire, c'est bien d'échanger avec vous. Donc, on aura 2 temps d'échange. Et pour échanger, en fait, vous avez en haut à droite de votre écran un petit logo en forme de commentaire. Et c'est par ce biais-là, donc c'est sous forme de chat, que vous pourrez nous poser l'ensemble de vos questions. Donc, je vous laisse la parole pour vous présenter les enjeux de la démarche stratégique. Merci Elodie, bonjour à tous. Alors effectivement, la démarche stratégique est assez simple. En fait, face à l'avenir, il y a 2 approches possibles. Celle du tacticien qui, constatant la situation, définit un plan d'action et va s'adapter progressivement finalement en fonction des résultats qu'il va obtenir, et celle du stratège qui va partir de ce même constat, mais qui va fixer un cap, fixer une cible auquel il souhaite arriver et définir à partir de cette cible finalement la trajectoire induite. Donc on est concernant le stratège, dans une logique volontariste et non pas seulement pragmatique. Bien évidemment, ça n'empêche pas le stratège d'être pragmatique, mais néanmoins d'avoir un cap particulièrement bien défini à ce moment-là. Si nous définissons en quelques mots en fait la stratégie, il s'agit de prendre de la distance. C'est une logique de distanciation par rapport à son écosystème, par rapport à à sa propre action, pour pouvoir vérifier à la fois la cohérence et la pertinence de cette démarche. Elle va donc s'appuyer à la fois sur la question de se positionner dans son écosystème, à la fois celle de fixer un cap auquel on souhaite arriver, mais aussi, nous en reviendrons sur ce troisième élément essentiel de la stratégie, c'est de faire adhérer bien évidemment au projet et aux choix qui ont été définis. Je voudrais juste rappeler que l'alchimie du stratège, quels sont les ingrédients finalement qu'utilise le stratège, eh bien, que ce soit dans une organisation, dans un système politique ou pour chacun d'entre nous, finalement il y a 3 éléments, 3 ingrédients, un peu comme les couleurs primaires, que sont la vision, vers où souhaiterais-je aller, l'action, concrètement comment cette vision va se traduire en action concrète, et puis la gestion, c'est-à-dire comment finalement quelle va être l'infrastructure, comment va pouvoir être conduit et piloter cette démarche. Donc c'est vraiment la stratégie, si on devait la résumer, l'art de se projeter vers un avenir souhaitable. Si on regarde finalement concrètement comment est-ce qu'elle va se décliner, eh bien finalement la stratégie c'est se questionner sur 3 choses. D'une part, la pertinence face aux besoins. Et j'insiste sur le premier point, c'est finalement quelle est la valeur que l'on va avoir dans l'écosystème dans lequel on évolue. Le deuxième élément de questionnement, c'est finalement quelle est la performance et quelle est la cohérence de son modèle. C'est donc une forme d'introspection qui va se questionner sur le sens de son action, et nous y reviendrons dans la double sémantique du mot sens, à la fois en termes de direction et en termes de valeur. Et puis le troisième élément essentiel, et peut-être encore plus marquant aujourd'hui, c'est celui de l'efficience
les moyens mobilisés, à un moment donné où la question de la frugalité n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui, bien évidemment, cette question-là est tout à fait au cœur du sujet. Donc on est vraiment dans le fait de prendre de recul pour analyser son action et la valeur des interactions finalement avec ses parties prenantes et avec son écosystème. Juste, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que lorsque on est à la tête d'une organisation, finalement, il y a trois arts que la gouvernance doit maîtriser. Le premier, et peut-être le plus connu de tous les éléments de gouvernance, c'est celui, bien évidemment, de la politique, c'est-à-dire de la capacité à prendre une décision et à témoigner de cette décision. La question clé, c'est vraiment de pouvoir faire adhérer, et pour ça, à la fois les éléments de conviction et de pédagogie sont au cœur de ce premier art. Le deuxième art, celui qui lui aussi est bien connu, c'est celui de l'exécution, c'est finalement de l'opérationnalité de l'action. Et là, les compétences mobilisées vont être à la fois des compétences de gestion d'une part, mais aussi de management des femmes et des hommes du projet derrière. Et là, il va être question, alors qu'il était question d'adhésion dans le projet, dans la dimension politique, il va être là une question de performance. Et le stratège, la stratégie, l'art de la stratégie, elle va être celle de prendre de recul, de se distancier. Et donc la question et les compétences qui vont être associées vont être beaucoup plus des dimensions prospectives et des dimensions d'avoir une vision systémique finalement du sujet. Donc on va être beaucoup plus dans une logique de pertinence et nous reviendrons sur ce sujet-là, mais toute la question finalement de la stratégie, c'est qu'elle se positionne un peu différemment des deux autres arts que doit maîtriser finalement la gouvernance. Ce positionnement finalement, il tient au fait que autant l'art politique et l'opérationnalité est ici et maintenant, c'est dans cette articulation politique-technique d'ailleurs qu'on pilote au quotidien une organisation, alors que l'art de la stratégie, ça va être de se décentrer dans le temps et donc à 3 à 5 ans de pouvoir se dire finalement où est-ce que je vais être et finalement à la fois de pouvoir se projeter, c'est-à-dire être capable de regarder ce que va devenir ou ce qu'on souhaite que devienne l'organisation à 3-5 ans, mais aussi de pouvoir, de ce fait, mieux prioriser et mieux arbitrer au regard finalement de la trajectoire que je vais devoir déterminer. Et ce qui est très intéressant, c'est que, en fait, la stratégie n'est nécessaire et n'est pertinente que dans la mesure où il va y avoir des tensions de plus en plus fortes entre la dimension politique et la dimension technique. Plus on va être dans un moment de transformation lourde, plus la stratégie va être importante. Et c'est très, très intéressant parce que finalement, lorsque l'on est dans un cheminement assez classique, dans une mer calme, la stratégie, oui, pourquoi pas, mais elle se limite beaucoup à une stratégie tacticienne de plan d'action. Alors que plus on va être dans un moment un peu tourmenté, un peu difficile, plus justement cette tension va être constatée finalement entre l'art de prendre la décision et finalement l'art de l'exécuter, plus la dimension stratégique qui va permettre de prendre du recul va être invitée à pouvoir être une forme d'arbitre et en tous les cas une forme de médiateur entre la dimension politique et la dimension technique. Et ça ne nous échappera pas que dans le contexte actuel, s'il y a un retour en grâce de la stratégie, alors qu'elle avait été, grosso modo, oubliée durant 20 ans, c'est parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de difficultés à faire coïncider, à ne pas créer de tension entre une vision politique de ce que l'on souhaiterait et une capacité opérationnelle d'exécuter ce que l'on peut faire en fonction du principe de réalité, d'où l'importance plus que jamais de se questionner sur la stratégie. Et dernier point sur cette introduction finalement de ce qu'est la stratégie, c'est de pouvoir refaire le lien entre deux éléments qui sont extrêmement proches, extrêmement liés quelque part, qui est justement cette stratégie et l'évaluation. On n'a jamais, là encore, autant parlé d'évaluation, et en fait, ce sont les deux faces de la même pièce. Là où la stratégie est en amont, pour essayer de déterminer, de fixer le futur souhaitable, l'évaluation est en aval, pour constater finalement ce qui s'est passé et être en capacité d'ailleurs de se projeter dans l'avenir. Donc on voit bien que telle la poule et l'œuf, finalement l'évaluation et la stratégie sont deux éléments extrêmement liés, l'un plutôt prospectif et l'autre plutôt rétrospectif.
leur caractéristique commune par rapport à la dimension politique et à la dimension opérationnelle, c'est que les deux ne sont que ponctuels. Autant en permanence, on est obligé d'arbitrer les décisions et les jeux d'acteurs et d'exécuter, bien évidemment, autant la stratégie comme l'évaluation vont être des temps de prise de recul, finalement, à des temps donnés. Donc, on voit bien, et aujourd'hui, où on parle de plus en plus d'évaluation, on voit bien, finalement, ce lien et cette intimité entre stratégie et évaluation. Et d'ailleurs, je le disais en introduction, la stratégie, c'est l'art de se questionner sur sa performance, sur sa pertinence, sur sa cohérence et sur finalement son efficience. Ce sont bien évidemment les dimensions, on retrouve dans les dimensions d'évaluation. Donc, ce lien-là est bien corrélé. Plus finalement la stratégie va permettre d'anticiper, et plus ça permettra aussi de pouvoir valoriser la future évaluation qu'on pourra faire et pouvoir être en anticipation et non pas en constat. Si on regarde aujourd'hui finalement le sens de cette démarche, on a posé les enjeux et on a rappelé que plus que jamais, eu égard à ce qu'est la stratégie, elle est indispensable dans un moment de transformation aussi lourd que celui que l'on a. Eh bien, quelque part, on va se poser maintenant la question du sens de cette démarche. Et le sens de la stratégie, c'est finalement trois dimensions pour la rendre opérante, pour rendre l'action opérante. D'abord, c'est de pouvoir finalement clarifier le projet à travers à la fois un positionnement et la création de valeur qui est apportée par l'organisation qui est. Le deuxième point, c'est de s'assurer finalement à la fois de la performance, de la pertinence, pardon, et de la cohérence de son action en la mettant en perspective par rapport aux évolutions actuelles pour voir si finalement le passé, que va dire le passé par rapport au futur qui peut être très différent en fonction des évolutions. Et puis le troisième point, c'est finalement de piloter les transformations induites et nous le reverrons, mais la stratégie a bien évidemment un rôle absolument essentiel dans la conduite du changement de toute transformation, et plus la transformation est lourde, plus l'importance d'avoir un cap et de pouvoir finalement se référer à une vision commune et partagée devient complètement nécessaire. Nous allons donc regarder ces trois dimensions finalement qui rendent la stratégie opérante. La première d'entre elles, c'est finalement l'art de prendre le recul par rapport à qui on est et donc de pouvoir finalement se positionner dans son écosystème. Et la première chose à pouvoir se regarder, c'est finalement quels sont les besoins et quels sont les besoins prioritaires des acteurs, des parties prenantes, de l'écosystème dans lequel j'évolue. Et nous avons mis comme petit schéma, finalement, pour symboliser ça, les objectifs du développement durable et le fait qu'il y a de plus en plus aujourd'hui un déséquilibre entre l'accroissement des besoins et la réflexion des ressources, parce que c'est bien ce qui invite aujourd'hui, plus encore qu'hier, à se poser une question stratégique des besoins, c'est qu'effectivement, il va falloir faire bouger les modèles tels qu'elles pouvaient exister. Le deuxième élément, bien évidemment, c'est de pouvoir analyser et regarder les réponses qui existent déjà. En termes de domaine, en termes d'acteurs, en termes de territoire, finalement prendre les regards croisés de ces nouvelles dynamiques pour pouvoir regarder finalement qu'est-ce qui existe déjà et comment je me positionne, comment la solution ou les solutions que je propose se positionnent par rapport à d'autres acteurs, à d'autres domaines, à d'autres territoires. Bref, d'avoir vraiment une vision systémique de sujets que je suis en train de traiter. Pourquoi? Pour pouvoir en déduire finalement les facteurs de différenciation. En quoi est-ce que mon organisation va faire différemment ou pas que d'autres acteurs et de pouvoir de cet élément-là finalement en déduire ses spécificités. Donc se décentrer, c'est vraiment le premier effet de la stratégie. C'est de sortir de ce que l'on est, de ce que l'on fait, pour regarder finalement ce que d'autres font et comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux autres acteurs dans l'écosystème. Alors, on peut se poser la question de quelle est la valeur et comment est-ce qu'on crée cette valeur. Eh bien, quelque part, on voit immédiatement que la valeur, elle va être l'élément déterminant par rapport au positionnement. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qui va être ma contribution à l'écosystème dans lequel je suis. Et je voudrais juste dire que sur cette notion de valeur, il y a deux dynamiques qui ont été
impulsé, notamment dans le cadre des objectifs du développement durable, mais plus largement dans l'incarnation de ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations, de toute organisation aujourd'hui, c'est d'une part que cette valeur, elle doit bien être à travers des indicateurs de performance qui ne sont pas seulement économiques, mais aussi sociaux, environnementaux et sociétaux. Et deuxième point, finalement, qu'elle s'inscrit dans le cadre d'un dialogue avec les parties prenantes. Pourquoi? Pour bien vérifier l'utilité et finalement le sens de ce que l'on fait. On ne peut plus, si tant est qu'on ait pu le faire, être simplement dans son vocal, faire comme si finalement les parties prenantes n'évoluaient pas et si les besoins n'évoluaient pas. Et face à cela, finalement, il y a 4 façons de créer de la valeur. La façon la plus simple, et j'allais presque dire la plus historique, c'est de prendre des produits existants et dans les processus et moyens existants et d'optimiser ces moyens. Et d'ailleurs, une grande partie des stratégies qui durant longtemps, ça a été simplement dans des logiques d'optimisation de ce qui pouvait exister. On peut aller plus loin en finalement faisant évoluer de nouveaux process et de nouveaux moyens, et donc en transformant les façons de faire et d'agir dans cette logique. Typiquement, la révolution digitale a invité à avoir de nouvelles approches, de nouveaux processus, de nouveaux moyens pour agir. Là, on est dans l'ordre finalement du changement du comment. Mais on peut aussi, bien évidemment, être dans le changement du quoi. Alors, le plus, j'allais dire, le graal de toute stratégie est celle de l'innovation. On va être en capacité à la fois d'apporter une nouvelle réponse, une nouvelle solution par rapport à quelque chose qui n'existe pas. Mais on peut être aussi, bien évidemment, et c'est la 4e stratégie de création de valeur, être dans une diversification, c'est-à-dire de pouvoir finalement partir de ce qui existe, mais pouvoir le décliner sur d'autres territoires, auprès d'autres cibles, ou à travers d'autres produits et services complémentaires à ceux qui existent déjà. En tous les cas, ce qui est très important, c'est que la stratégie, elle invite à préciser la valeur de l'organisation pour les parties prenantes et pour l'ensemble de ces parties prenantes, finalement, ce qui permet de pouvoir établir ce qu'on appellera la proposition de valeur de l'organisation. Si on va un cran plus loin, une fois qu'on est conscient, finalement, de sa valeur dans son écosystème, la question c'est comment est-ce qu'on peut mettre en perspective et en cohérence d'ensemble l'ensemble de son modèle. Et finalement, assez simplement, on peut qualifier un modèle d'une organisation autour de 7 leviers stratégiques, mais j'insisterai sur les 3 questions que ça pose. Une première question, finalement, qui suis-je? Quelle est l'identité de l'organisation et ses spécificités? Le deuxième point que va poser la stratégie, c'est finalement vers où je vais, puisque la stratégie, c'est un mouvement dans le temps. Et donc, la question, c'est quelle est l'évolution souhaitée par rapport à celle comparée de l'écosystème. Et le troisième point, c'est finalement comment on va faire pour pouvoir avoir les moyens d'assurer cette évolution. Donc, quelque part, la stratégie, c'est bien redéfinir le sens, à la fois en termes de direction, mais aussi de valeur de son organisation. Tout cela n'a finalement d'efficacité que si on est capable non seulement de faire des choix, puisque là, il s'agit d'avoir établi des choix, mais aussi de pouvoir conduire le changement qui va faire adhérer finalement à cette stratégie. La stratégie, finalement, a pour bienfait que de pouvoir mobiliser des énergies pour agir. Donc la stratégie, c'est pas un élément dans un coin, dans un beau rapport que l'on met. La stratégie, c'est bien évidemment quelque chose qui va permettre de mettre en mouvement. Et pour mettre en mouvement, eh bien finalement, il y a 7 points essentiels. D'abord, de comprendre la nécessité de changer. Deuxième point, de savoir où on va, quel est le cap, quelle est la vision qui est derrière. Et troisième point, de pouvoir avoir des éléments qui me permettent de prouver que c'est possible. On va appeler des success stories pour pouvoir dire, oui, effectivement, c'est pas une vision en l'air, c'est quelque chose qui est incarné. Une fois que l'on a ça, qui est quelque part la base, le moteur du changement, on va pouvoir justement l'illustrer en disant, mais comment est-ce qu'on va avoir les conditions de changement pour pouvoir le faire? Comment on mobilise les énergies? Comment est-ce qu'on va montrer que les dispositifs sont pertinents et surtout aussi qu'on a les moyens, donc le modèle socio-économique qui va être associé à ça. Et finalement, le 7e force à maîtriser, c'est cette dynamique finalement que l'on va engager grâce à cette démarche stratégique
Puisque, encore une fois, la logique stratégique n'a d'autre sens que de faire adhérer à des choix pour pouvoir agir ensemble au service d'un même cap qui a été déterminé. Si on en regarde maintenant les facteurs clés de succès d'une stratégie, finalement, c'est assez simple. C'est se poser les bonnes questions. C'est finalement moins dans les réponses qui vont être apportées que dans le fait de se poser les bonnes questions que la stratégie va avoir de l'utilité. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se questionner. Encore une fois, c'est un élément pour prendre le recul. Le deuxième élément qui est essentiel, c'est celui finalement d'être un cheminement. Et vous voyez, dans le petit schéma au milieu, c'est une forme d'entonnoir. C'est-à-dire, au départ, on parle de tout ce qui est possible pour pouvoir choisir, et une fois qu'on a choisi, pour pouvoir réélargir pour mettre en œuvre. Donc, c'est bien un moment où, finalement, face à l'ensemble des éléments et des choix que je peux faire, de pouvoir prendre le temps de focaliser sur ce chemin, et bien évidemment, tout ça est dans un chemin apprenant. C'est pas, tout d'un coup, j'ai un RK, je décide et les choses vont se faire ainsi. C'est bien une logique d'ouverture pour pouvoir faire les choix pertinents et pour pouvoir après mettre en œuvre les actions en cohérence. Et le troisième facteur clé de succès, c'est bien celui de faire le choix, les bons choix, en articulant à la fois la vision, où je veux aller, les actions concrètement, ce que je vais faire, et les moyens que j'ai à disposition pour pouvoir le faire. Et c'est à la fois dans une dynamique de performance, comment je puis être en capacité de faire de façon pertinente, de façon performante, efficace les choses. Mais c'est aussi une logique de pertinence, c'est-à-dire est-ce que je vais vraiment répondre à des besoins de l'écosystème, des parties prenantes qui sont les mêmes. Parce que on peut avoir un dispositif extrêmement performant, mais s'il ne répond à aucun besoin, quelque part, s'il n'est pas pertinent, il ne va servir à rien et il finira par mourir de sa propre mort. Donc ces trois facteurs clés, c'est à la fois de se poser les bonnes questions, à la fois de considérer que la stratégie, c'est moins un résultat qu'un cheminement, et de pouvoir vraiment avoir cette articulation permanente entre vision, action et gestion, c'est bien les trois facteurs clés de succès de toute stratégie. Avant de passer finalement au mode opératoire, comment mettre en place une démarche stratégique, peut-être avez-vous des questions qui permettraient d'éclairer ce que je viens de dire, de compléter, voire d'illustrer ce que je viens de dire. Alors en fait, moi j'en ai une, ça peut lancer le débat d'ailleurs. On a vu que pour réfléchir pour se lancer dans une logique, il y avait quand même un certain nombre de paramètres à avoir en tête et à prendre en compte, mais du coup, l'effet inverse, c'est quels sont les écueils qui peuvent être rencontrés lorsqu'on se lance dans une démarche stratégique et du coup, comment les éviter? Alors c'est une bonne question. Si je me place du point de vue du dirigeant, en fait, je vais avoir trois enjeux. Et face à ces trois enjeux, je peux avoir trois écueils. Le premier enjeu, c'est d'avoir une vision claire sur là où je veux emmener l'organisation. Et quelque part, c'est la première responsabilité du dirigeant que d'emmener quelque part. Sénèque disait, il n'y a de grand favorable que lorsqu'on sait où on va. Et l'écueil qui peut être derrière cette vision, c'est de ne pas assez la nourrir. Et d'être très auto-centré sur l'organisation et finalement regarder simplement à l'intérieur de l'organisation comment tout fonctionne pour essayer de l'optimiser. On disait qu'une des stratégies est celle de l'optimisation, mais finalement de ne pas être assez à l'écoute de mon écosystème, des besoins, des parties prenantes, et donc finalement d'avoir une vision tellement auto-centrée que ma stratégie peut être extrêmement performante, comme je le disais, mais pas du tout pertinente. Le deuxième position et le deuxième enjeu du dirigeant, ça va être de faire adhérer la gouvernance. On ne décide jamais seul. Quel que soit le modèle de gouvernance, moins bien évidemment dans les gouvernances participatives, mais même le dirigeant le plus autocratique soit-il, il ne dirige pas seul. Et donc, il y a une nécessité de pouvoir finalement faire participer, faire décider avec lui des acteurs de la gouvernance qui vont décider. Et pour ça, ce point est essentiel, c'est de ne pas suffisamment avoir conscience du jeu d'acteurs qui peut être derrière, d'ailleurs que ce jeu d'acteurs soit interne ou soit externe, et de ce fait qui freine finalement la prise de décision et qui ne permettent pas une décision sociale. On peut très bien avoir techniquement raison,
est politiquement tort. On peut très bien avoir une stratégie qui, sur le papier, va très bien, mais pour tel ou tel positionnement d'acteur, va permettre d'être empêché. Et donc, si je ne prends pas suffisamment conscience du jeu d'acteur, si je n'articule pas, finalement, si je ne joue pas un rôle de médiateur avec l'ensemble de ma gouvernance, eh bien, quelque part, je ne vais pas réussir. Et puis, le troisième enjeu de la gouvernance et du dirigeant en particulier, lorsqu'il a réussi à convaincre la gouvernance du bien fondé du cap qu'il propose, c'est bien évidemment, et c'est le plus important, l'adhésion des équipes, des partenaires, des parties prenantes de l'organisation. Et dans cette dynamique-là, bien évidemment, l'écueil le plus grand de la stratégie, c'est de ne pas laisser une place et une temporalité suffisante à la conduite du changement. Je le disais tout à l'heure, la stratégie, c'est un cheminement. Ceux qui participent à la réflexion stratégique, finalement, ils ont eux-mêmes cheminé. C'est pas, on ne décide pas d'une stratégie en se mettant dans une pièce à un moment, en en sortant 3 heures après avec une stratégie. C'est un vrai processus de cheminement quelque part des acteurs qui vont décider de cette stratégie. Et donc, eh bien, il n'est pas surprenant qu'il faille aussi faire cette même démarche pédagogique auprès de ceux qui vont être entraînés dans cette stratégie. Et finalement, si on prend beaucoup de temps à définir une stratégie, mais on ne prend pas le temps d'expliquer, d'en faire la pédagogie, de pouvoir en faire une force d'entraînement, eh bien, quelque part, on va passer à côté. Et d'ailleurs, dans les démarches stratégiques, il est important de ne pas, finalement, arriver avec le paquet cadeau en disant il n'y a plus que signer en bas de la page, et puis allez-y, mettez en œuvre. C'est toute une démarche, et dans la démarche, il faudra aussi voir à quel moment associer les différentes parties prenantes, pour que cette stratégie ne soit pas simplement l'idée d'un homme ou de quelques-uns, mais bien, finalement, une démarche qui aura progressivement, par cercle concentrique, associé l'ensemble des parties prenantes qui sont concernées. C'est comme ça, finalement, que la stratégie devient opérante. Encore une fois, c'est pas simplement d'avoir du bon sens qui vont permettre de dire on va faire ça, on va faire ça. C'est de dire comment on met en mouvement son organisation vers un cap commun sur lequel chacun sait, y compris dans les temps qu'on peut traverser, et bien finalement, quelle est la lumière au bout du tunnel. Et encore une fois, si le temps n'est pas passé sur cette onde du changement, eh bien, quelque part, vous pourrez avoir la plus belle stratégie du monde, elle sera totalement inopérante et vous passerez totalement à côté, finalement, de votre objectif, c'est-à-dire celle d'être force d'entraînement pour que l'ensemble des énergies soient mobilisées derrière le projet. Alors, pour compléter votre propos, il y a Eric qui pose la question sur un territoire, dans un territoire, qu'est-ce qui gère, au sens être responsable, cette démarche stratégique? Est-ce que c'est le porteur comme le catalyseur territorial, ou est-ce que c'est sa gouvernance, ou est-ce que c'est les deux? Alors, dans cette démarche, il faut bien voir deux choses. Est-ce que nous sommes en train de parler de la stratégie d'une organisation ou d'un projet, ou est-ce qu'on est en train de parler de la stratégie de tout un territoire? Parce que, bien évidemment, ça ne se gère pas de la même façon. Et donc, pour répondre très clairement à la question d'Éric, en fait, il y a 3 stratégies dont on est en train de parler. Il y a la stratégie de chaque organisation du territoire. Il y a la stratégie d'un acteur un peu particulier sur les territoires, qui est, nous l'avons vu durant ces différents webinaires, les fameux catalyseurs territoriaux. Donc, le rôle principal est de gérer la relation entre les acteurs du territoire. Et finalement, le catalyseur va avoir sa propre stratégie qui relève de la même démarche que celle que nous venons d'avoir jusqu'à maintenant pour les organisations. Ensuite, sur la question de la stratégie territoriale, eh bien, finalement, là, on est dans une dimension écosystémique, c'est-à-dire qui est légitime pour déterminer la stratégie d'un territoire. Et ça, d'abord, il faut redonner finalement toute la légitimité à l'acteur que l'on a désigné, que les acteurs d'un territoire ont désigné comme tel, c'est-à-dire l'acteur public, qui bien évidemment a la responsabilité de pouvoir associer l'ensemble des acteurs du territoire et d'impulser une dynamique dans laquelle le vivre ensemble peut se faire de façon pertinente. Donc on le voit bien, dans une démarche un peu différente lorsqu'il s'agit de parler de la stratégie d'une organisation ou d'un projet. Quand on est dans la stratégie d'un acteur un peu spécifique dont le rôle est d'être un catalyseur, mais dont la démarche sera assez similaire, et quand on est dans une dynamique finalement
collective où l'ensemble des organisations des acteurs sont appelés à déterminer leur stratégie. Et là, on est typiquement dans les dynamiques de co-construction territoriale. Et cette dynamique de co-construction territoriale, j'allais presque dire, il y a autant de méthodes et d'approches de cette co-construction territoriale que de réalités territoriales en fonction des acteurs qui sont impliqués, en fonction des dynamiques qui sont à l'œuvre. Encore une fois, le garant en étant, bien évidemment, l'institution représentative de l'ensemble des acteurs et donc l'acteur public. Mais quelque part, ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'on voit bien que si les démarches sont les mêmes, les modes opératoires, lorsqu'on est une organisation, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa typicité, et quand on est dans une démarche collective, bien évidemment, ce sont les mêmes questions, mais qui ne peuvent pas être traitées en mode opératoire de la même façon. Alors, une autre question du réseau Clair qui demande justement comment une démarche stratégique on démontre qu'une telle démarche est à la fois un gain de temps et de performance pour l'organisation. Alors ça, c'est un point extrêmement essentiel, et c'est là aussi où le lien avec l'évaluation est un moment pertinent. Pourquoi? Parce que très souvent, on dit la stratégie, on est en train de perdre son temps, etc. Sauf que dans la réalité de la vraie vie, la problématique du tacticien, c'est que c'est quand même la ligne droite la plus zigzag qui puisse être, puisque par définition, on n'a pas de cas. Et donc, finalement, s'adapter en permanence, c'est très bien, mais c'est très fatigant. Et donc, quelque part, vous pouvez avoir des pertes en ligne de motivation et surtout, dans la durée, très souvent, ça ne tient pas la route. Donc, c'est souvent, finalement, à un moment donné de constat de la limite de ne pas avoir de stratégie que le besoin stratégique se fait sentir. Autrement dit, il arrive très souvent qu'on ne soit pas dans je détermine ma stratégie et je constate a posteriori ce que la stratégie a fait, mais plus exactement à un bout de chemin, on se rend compte que finalement on va dans le mur, on ne sait plus très bien où on va. Et là, on se dit, mais ça sert à rien de continuer à avancer si on ne sait pas où on va. J'ai toujours l'habitude de dire que aujourd'hui, on a deux messages. On va dans le mur, il faut accélérer. Si on accélère vers le mur, là, il y a un moment donné où la prise de conscience, il faut peut-être prendre le recul, et pour sauter le mur, justement, et aller au-delà ou le contourner, est au cœur de notre sujet. Et donc, quelque part, la stratégie vient souvent à un moment dans l'histoire de l'organisation ou du territoire, d'un constat, finalement, des limites de ce qui est en train de se faire, et de pouvoir se dire, mais comment est-ce que là, on peut prendre un recul suffisant, et là, effectivement, on va gagner du temps. Parce qu'effectivement, ça prend du temps de faire une stratégie. Mais c'est un temps extrêmement baigné. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de conduite du changement sans stratégie. Si vous ne savez pas où vous emmenez les acteurs avec lesquels vous travaillez, il y a un moment donné où finalement, ils vont se limiter, ils vont s'inquiéter, ils vont avoir le sentiment de ne pas savoir où ils vont. Et là, vous perdez beaucoup. Et là, c'est là où chacun va commencer à agir indépendamment les uns des autres, à pouvoir s'affoler. Et là, finalement, on voit bien qu'on est dans une désorganisation. Le temps qu'on aurait gagné si jamais on avait un cap particulier est totalement perdu dans la dispersion qui est derrière. Et donc, cette logique-là est de plus en plus que la stratégie s'impose d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas un jour, tiens, je me pose la question, quand est-ce que je vais faire ma stratégie? C'est vraiment à un moment donné en disant, mais est-ce que j'ai le choix? Et c'est souvent un moment de questionnement de l'organisation, de se dire, mais si je ne me pose pas, je vais continuer à tel un cheval avec des ornières, avancer tout droit, sans savoir si réellement, non seulement je peux continuer à être performant, et c'est souvent d'ailleurs, les questions stratégiques viennent parce que les moyens commencent à manquer. Pourquoi est-ce qu'on commence à se réintéresser à la stratégie alors que pendant une trentaine d'années, on s'est très peu intéressé à la vraie stratégie, c'est dont on est en train de parler, tout simplement parce qu'il y a une augmentation des besoins et une raréfaction des ressources. Si je n'ai plus de possibilité de le faire, finalement, je vais finir par me stopper en route et là, prendre le recul pour savoir est un élément. L'autre élément, c'est de se rendre compte progressivement que finalement, on n'est plus du tout en phase avec les besoins. Parce que le fait d'agir du praticien, la problématique, c'est qu'à un moment donné, il n'aura pas le recul suffisant pour voir si dans l'écosystème dans lequel il évolue, est-ce qu'il répond bien aux besoins des uns et des autres? Est-ce qu'il se positionne différemment de ce que font d'autres acteurs? Et finalement, quelle est sa valeur par rapport à l'autre? Et ça, vous savez, typiquement, vous avez des projets qui ont pu être très innovants à un moment donné. Et puis, en fait, ils ont été en amorçage de quelque chose, ils avaient capté un signal faible, et puis à l'époque, personne d'autre était là pour réagir.
Et puis, du coup, ils se développent. Ils le font, puis ça marche. Mais ils ne se rendent pas compte que d'autres ont compris, d'autres sont en train de le faire. D'autres sont en train, finalement, aussi, grâce à l'inspiration qu'ils ont pu avoir, de pouvoir répondre à l'écosystème, parfois bien mieux que celui qu'il avait fait au départ. Et là, parfois, c'est un drame. Parce que tout d'un coup, celui qui a inventé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, quelque chose, ouvre les yeux et se dit, ah bah tiens, mais le monde a bougé, ah bah tiens, tout le monde le fait et je ne m'étais pas rendu compte. Donc la stratégie, elle a vraiment cet élément essentiel de pouvoir se dire, à un moment donné, est-ce que j'ai des moyens de continuer? Et si je n'ai plus d'énergie pour avancer, je m'arrête, même si le véhicule est le meilleur. Hein. Et le deuxième chose, c'est est-ce que finalement, je ne suis pas en train, alors que j'étais dans une route tout seul, d'être passé sur une autoroute où tout le monde fait la même chose, et que ma valeur, finalement, qui pouvait être très grande à un moment, n'est plus là. Voilà, pour moi, les éléments qui répondent à votre question. Et enfin, la dernière question avant de passer à la prochaine étape, c'est celle d'Antoine, qui demande comment on crée un cadre de coopération et de confiance entre parties prenantes, justement, pour mettre en place cette démarche stratégique dans un contexte qui peut être en tension. Eh bien, cette dynamique-là, elle est très liée à la question de la conduite du changement. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce que progressivement, je vais associer mes parties prenantes à la réflexion stratégique. Il faut bien voir, et ça c'est un point important, que une démarche stratégique, c'est pas une démarche politique. C'est-à-dire, c'est pas la démarche où je vais tout dire à tout le monde en partageant ouvertement. C'est bien le moment d'introspection. Et un peu comme quand vous allez chez le médecin et que le médecin vous demande de vous mettre à nu, avant de sortir dans la salle d'attente pour dire à tout le monde ce que vous avez quand même intérêt à vous être habillé. Donc la question de la stratégie, c'est pas forcément de dire, pour pouvoir le faire en confiance, c'est de commencer déjà dans un petit cercle. Mais en revanche, si on reste dans ce petit cercle d'acteurs qui vont le faire, finalement, c'est pas transformateur et ça reste très auto-centré. Et donc tout l'art va être progressivement, et nous y reviendrons dans la deuxième partie de notre webinaire, mais va être de progressivement associer dans cette réflexion, finalement, les différentes parties prenantes de mon organisation qui sont concernées par cette stratégie. Et chacun a sa juste place. Encore une fois, une stratégie, ce n'est pas l'art de dire tout à tout le monde, à tout moment. C'est au contraire de choisir qu'est-ce que l'on dit, à qui et à quel moment. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui vont prendre du temps. Et si vous le dites trop tôt, eh bien, quelque part, vous risquez d'avoir tué la stratégie avant qu'elle n'ait eu le temps de germer. C'est un peu comme un jardinier qui ferait visiter son jardin avant que les premières pousses ne soient suffisamment apparentes pour qu'on n'écrase pas tout ce qui est à faire. Donc, quelque part, la stratégie, c'est vraiment un moment d'introspection qui progressivement va associer les bonnes parties prenantes avec les bonnes questions partagées et qui vont permettre de construire une vision collective, chacun à sa juste place. Et voilà, et pour conclure, une remarque d'Isabelle qui parle d'une expérience où en fait ils ont montré que 2 leviers pour mettre en place une démarche, à la fois d'accroître en maturité coopérative et l'apport d'une facilitation stratégique, et ça peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Complètement, parce que ça c'est tout à fait juste ce point-là, et on va en parler, mais la démarche, on ne peut pas s'auto-alimenter. Ce que je veux dire, c'est que il est très important dans la démarche stratégique d'avoir un effet miroir. Et donc la démarche que l'on va exposer dans un instant, il doit y avoir un tiers, que ce soit un tiers de confiance professionnelle ou choisi, mais en tout cas ce n'est pas un auto-regard sur soi-même. Sinon, à quel moment est-ce que finalement, si on se perd dans l'effet miroir, eh bien, quelqu'un va nous redire. Donc, le rôle du médiateur dans cette logique-là est absolument essentiel, et nous y reviendrons effectivement à l'issue de la présentation sur la démarche. Donc, du coup, ce que je vous propose, chers internautes, c'est de nous présenter en pratique comment on met en œuvre cette démarche. Alors, en pratique, finalement, on revient à nos 7 leviers stratégiques et puis aux 3 questions qui sont associées derrière. Finalement, c'est vraiment un cheminement de redéterminer qui on est, de savoir où on va et de pouvoir déterminer ensuite comment on y va. C'est cette démarche apprenante, finalement, qui doit être très structurée dans cette question pour être très libre dans la réponse. C'est-à-dire que, vraiment, et j'insiste sur ce sujet-là, il faut être à l'écoute de toute la diversité des réponses qui sont possibles avant de choisir.
Et c'est là où parfois, d'ailleurs, entre l'aide à la décision et la décision, il y a des confusions. Lorsqu'on a une réflexion stratégique, on va ouvrir le débat, mais ça ne retire pas la décision, bien évidemment, à l'acteur, c'est-à-dire à la gouvernance, qui quelque part va prendre après, en étant éclairé par l'ensemble des éléments qu'elle a eus, finalement sa propre décision. Et dans ce cadre-là, eh bien, finalement, on va commencer par qui suis-je? Qui suis-je? C'est clair, finalement, c'est de faire une introspection sur son identité. Et là, il y a 3 éléments essentiels. D'abord, c'est ce qu'on appelle la raison d'être. Et finalement, on n'a jamais entendu parler de la raison d'être que depuis la loi Pacte, même si la raison d'être a toujours existé, et quelque part, elle est mise en valeur parce qu'on réaffirme une réalité de toujours. C'est que toute organisation, qu'elle soit associative, entreprise, acteur public, acteur académique, toute association, tout acteur, pardon, toute organisation a naturellement une raison d'être. La raison d'être, c'est quoi? C'est les 3 V. Hein, c'est quelle est la vision que j'ai, quelle est la vocation que j'ai, et quelles sont les valeurs pour appuyer ce sujet-là. Mais ça commence par, finalement, pourquoi je vais agir, hein, que ce soit un acteur économique qui dise pourquoi je vais agir, parce qu'il y a un besoin d'apporter tel service et je vais rendre ce service, et comme je vais rendre ce service, finalement, il va y avoir un échange marchand qui va être derrière. Voilà, on a bien une vision qui peut être celle-là. Une vision sociétale, bien évidemment. On parle de plus en plus d'utilité sociétale. Mais quelque part, savoir pourquoi finalement on va agir et dans quel contexte on va agir est le premier élément déterminant de l'identité. Le deuxième, c'est la proposition de valeur. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que je fais, le pourquoi et pour qui. Et cet élément va être tout à fait déterminant parce que la première question, c'est finalement qui sont les parties prenantes, qui vont être les bénéficiaires, clients, usagers, bénéficiaires selon du sujet, mais aussi les acteurs que je vais mobiliser pour produire cette réalité et l'ensemble des acteurs qui vont être impactés. Et pour ça, on va se poser la question de quelle est la valeur pour eux. La valeur, elle peut être tangible, un produit, un service, une connaissance qui est apportée. Elle peut être immatérielle, comme un savoir-faire spécifique. Nos amis des compagnons ils savent bien que le savoir-faire spécifique d'un compagnon apporte une valeur particulière. Ça peut être aussi une marque. Vous savez comme moi que suivant finalement qui va pouvoir produire tel produit, on est capable parfois de donner une vraie valeur parce que c'est tel acteur plutôt que tel autre qui va pouvoir apporter cette valeur. Élément immatériel essentiel et de plus en plus essentiel aujourd'hui, c'est la valeur, le capital immatériel qui va être, capital relationnel, pardon, qui va être derrière. Finalement, quelle est la relation, quelle est l'intimité que je peux avoir, quelle est la confiance que je vais créer qui est derrière. Et puis, il y a un troisième élément qui est très important pour définir sa proposition de valeur, c'est son accessibilité. Et pas seulement son accessibilité économique, aussi son accessibilité physique. Est-ce qu'elle est disponible? Et puis aussi sociologique. Est-ce qu'elle est lisible, compréhensible? Est-ce que finalement, elle ne va pas être élitiste et donc ne toucher qu'une partie des acteurs? Ce qui peut tout à fait un choix, mais en tous les cas, la définition de son accessibilité est un élément très important. Autrement dit, la proposition de valeur, c'est quelle offre je vais pouvoir donner à mes cibles, c'est-à-dire à mes parties prenantes, et finalement, quelle valeur dans la relation vont-ils pouvoir en tirer. Et puis, le troisième introspection sur soi-même, c'est celle de la chaîne de valeur. Autrement dit, finalement, quel est le cheminement à la fois de production et d'interaction que je peux avoir avec mon écosystème. C'est-à-dire, finalement, si je donne une vision un peu globale, comment je vais comprendre comment fonctionne l'ensemble du dispositif et quelle est l'interaction que je vais avoir. Et ça, la raison d'être, la proposition de valeur, la chaîne de valeur, c'est-à-dire le pourquoi, le quoi, le pour qui et le comment, finalement, ces 3 éléments-là sont totalement indispensables pour vérifier les fondements, finalement, du projet et lui fixer le cap, finalement, qui soit cohérent entre ces trois dimensions. L'étape d'après, un outil qui peut aider à pouvoir le faire, par exemple, la méthode Canvas est très intéressante, elle donne une vision systémique du projet qui permet justement de mettre sur table, finalement, tous les éléments qui vont me permettre de comprendre ce que j'ai à disposition et comment fonctionne
mon organisation, pour pouvoir finalement répondre à ces besoins. Le deuxième élément, c'est se positionner pour mieux se projeter. On le disait tout à l'heure, c'est-à-dire finalement quelles sont les évolutions des besoins, quelles sont les évolutions des besoins. Vous savez, sans doute, on en a parlé dans les webinaires précédents, que l'Observatoire des partenariats a fait une analyse finalement des fragilités dans le territoire, qu'elles soient fragilités économiques, sociales, environnementales, sociétales, quelles sont les priorités finalement de ces fragilités. Mais aussi quelles sont les grandes tendances, politiques, légales, sociales, technologiques, pour pouvoir finalement se dire quelles sont les évolutions de l'écosystème dans lequel je vais, à la fois en termes de besoins et en termes de temps. Le deuxième élément absolument essentiel, c'est pouvoir se dire, mais finalement, qui sont les acteurs de mon écosystème et finalement, comment je suis en interaction par rapport à eux et finalement, quels vont être par rapport à qui je suis en interne, plutôt mes forces et mes faiblesses, et puis par rapport à cette transformation qu'on vient de voir, quelles sont les opportunités et les menaces, mais par rapport aux autres acteurs du territoire. Autrement dit, comment je me positionne, quels sont finalement les leviers qui vont me permettre de pouvoir valoriser au mieux ce que je suis. Et le troisième élément pour se positionner, c'est bien évidemment se projeter, fixer un cap, et nous allons voir dans un instant finalement quelle peut être la synthèse de ce sujet. Mais c'est vraiment partir des besoins, partir de l'extérieur, de son positionnement pour définir son ambition. Finalement, avec l'actif que j'ai vu dans la première partie, et cet élément de positionnement, quels sont les besoins et où sont les autres, de pouvoir définir une ambition qui soit cohérente dans cette position. Et un outil que nous avons construit pour pouvoir résumer tout ça, c'est à la fois d'avoir vraiment ce que nous on appelle le cap, c'est-à-dire vraiment quel est le sens de l'action, vers où, le pourquoi est-ce que finalement on va agir collectivement sur un sujet, qui se décline bien évidemment en orientation, et puis qui va définir le quoi concrètement, et puis en facteur clé de succès, comment on va réussir à faire ça, et puis bien évidemment d'avoir quelques indicateurs qui permettent de dire quels sont les résultats attendus, pour finalement donner quelque chose d'assez simple, mais un cap qui permet de dire, quand je ne sais plus me repérer parce que je suis dans la tempête et que les balises ne sont pas toujours visibles, finalement, quel est le phare qui va m'éclairer vers cette logique-là. Et cette vision systémique de son ambition, elle est extrêmement importante à être extrêmement pédagogique, puisque bien évidemment, c'est ça qui peut être partagé et qui doit être partagé par tous. Et puis, pour pouvoir, avant de boucler la boucle, il faut s'assurer de la cohérence de ses moyens. Parce que on peut avoir une très 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 grande ambition, mais si finalement on n'a pas le modèle socio-économique, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour le produire, l'énergie nécessaire, que ce soit les richesses humaines, que ce soit les richesses financières, les partenaires, les acteurs avec lesquels agir, finalement c'est comme une voiture dans laquelle on ne mettrait aucune énergie. Vous pouvez avoir la meilleure voiture du monde, si vous ne mettez pas une énergie pour qu'elle ne roule pas. Et le deuxième élément tout aussi indispensable, c'est le modèle organisationnel. C'est-à-dire comment concrètement vont être mises en place finalement la capacité de produire, de partager, de pouvoir finalement agir concrètement et finalement le qui fait quoi au sein de l'organisation, à la fois dans l'action, et puis parfois ça invite même à revoir la gouvernance, c'est-à-dire aussi dans la décision, en remontant d'un cran au-delà de l'organisation, comment est-ce qu'on va faire concrètement et qui va faire quoi, c'est aussi une question qui interroge la gouvernance. Est-ce que la stratégie, finalement, invite à avoir d'autres compétences, d'autres angles pour pouvoir rejoindre, finalement, les acteurs qui vont avoir un rôle spécifique, c'est celui de l'ESI. Et dernier point qui est absolument essentiel, c'est de pouvoir maîtriser les risques, c'est-à-dire de pouvoir anticiper quels peuvent être les risques, que ce soit des risques finalement financiers, que ce soit des risques opérationnels, parce que par exemple, la personne qui a la compétence clé sur le sujet depuis 20 ans va très justement demander son droit à la retraite dans quelques mois, ça peut mettre en péril finalement une action qui est engagée depuis longtemps. Ça peut être des risques de réputation, d'image, ça peut être, voilà, quels sont les risques auxquels finalement je suis soumis et que je dois piloter pour être certain que je vais pérenniser mon action. Et il ne peut y avoir de solution et de stratégie pertinente que lorsqu'on a vérifié avec attention la cohérence entre les moyens et l'ambition.
cette logique-là, finalement, qui permet de se dire est-ce que finalement j'ai les moyens de faire ce que je suis en train de dire, ça c'est un élément essentiel pour être crédible, parce que sinon dans la conduite du changement, il est absolument évident que vous perdez tout le monde en route. Et ça c'est un point qui n'est pas suffisamment attentivement étudié. J'insisterai sur la question du modèle socio-économique. Pourquoi parce que d'abord, il faut comprendre la diversité des modèles socio-économiques. Moi, je suis parfois un peu surpris qu'on ne voit pas, qu'on n'ait pas à l'esprit, chacun d'entre nous, le modèle économique d'un acteur public, d'un acteur économique, d'un acteur financier, d'un acteur associatif n'est pas le même. Et que quelque part, ça ne comprend pas la diversité des modèles socio-économiques. Nous aurons la publication en septembre prochain d'un référentiel avec Juriste Association et d'un MOOC avec l'essai sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, la spécificité. Si on ne comprend pas la diversité des spécificités des modèles économiques, quelque part, on va avoir un peu de mal à se positionner. Mais quelque part, l'objectif, c'est de définir le sien. C'est-à-dire, finalement, en termes de richesse humaine, en termes de ressources financières, en termes d'alliance, sur quoi vais-je reposer? Et pourquoi est-ce que j'insiste sur la question du modèle socio-économique? Pas simplement parce qu'il y a une raréfaction de ressources, parce que surtout, il y a une nécessité de frugalité. Et qu'aujourd'hui, où on parle de plus en plus d'hybridation, c'est-à-dire d'inventer des modèles mixtes entre les différents modèles existants, qui avant, une entreprise était une entreprise, une association était une entreprise, un acteur public était un acteur public, ils vont le rester, ils vont continuer à le rester, mais les interactions et l'impact sur leur modèle vont de plus en plus se faire sentir. C'est-à-dire les frontières, finalement, vont permettre d'interconnecter ou d'interagir de façon beaucoup plus forte que c'était le cas avant. Pourquoi? Parce que la frugalité devient un levier stratégique majeur, et que finalement, quand chacun avait son modèle bien posé, il y avait entre deux une tête en ligne qui était extrêmement importante. Donc, l'hybridation, sans confondre les modèles, c'est-à-dire c'est pas dans un grand tour, et j'allais presque dire, chacun des acteurs doit encore plus aujourd'hui être attentif à quel modèle de base il suit, mais surtout va être en nécessité de se questionner sur la diversité, sur l'hybridation et sur les leviers sur lesquels il recourt. Encore une fois, 3 leviers dans le modèle socio-économique. Les richesses humaines. S'il n'y a pas de richesse humaine, il n'y a pas de projet. Quelles sont les ressources financières et les alliances, puisque de plus en plus, pour être en frugalité, justement, le fait de travailler avec d'autres va être un élément et un levier essentiel. Alors, en synthèse, pour faire court, simple, cap and com. Cap, c'est-à-dire finalement la pertinence de sa stratégie. D'être capable d'avoir une capitalisation finalement de ses actifs, savoir concrètement quels sont mes actifs, pourquoi j'ai de la valeur aux gens, et de défendre cette valeur de façon apprenante, c'est-à-dire quels sont les enseignements dans le cheminement que j'ai eu, quels sont les cheminements pour l'avenir, comment est-ce que ce que je suis, ce que j'ai fait, va pouvoir avoir de la valeur. Et prospective, bien évidemment, comment je me dote d'une vraie vision qui va pouvoir être force d'entraînement, qu'on puisse agir, qu'on lève les inerties. Et parce que, effectivement, la pédagogie de la stratégie est essentielle, sinon elle ne sert à rien. Et c'est quoi? C'est très simple. Hein. Quels sont les constats? Quels sont les objectifs? Et quels sont les moyens? On n'a pas besoin de faire d'une stratégie quelque chose de très complexe. Et parfois même, ce qui est frustrant, il y avait une question tout à l'heure sur le temps pris pour la stratégie. Parfois, les gens, quand on arrive avec juste la fin du cheminement, qui est juste comment est-ce qu'on communique, disent « Oh, tout ça pour ça ». Mais oui, parce qu'il faut aller très en introspection, très en profondeur pour comprendre comment on crée de la valeur, pour après faire très simple pour la partager. Et donc, cette double dynamique de cap and com nous semble être résumée. Finalement, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la stratégie ait du sens et qu'elle soit force d'entraînement pour agir, c'est-à-dire qu'elle soit pleinement dans son rôle. Alors, pareil que tout à l'heure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je rebondis sur la remarque d'Isabelle de tout à l'heure qui parlait de facilitation stratégique. On voit bien que mettre en place une démarche stratégique, ça nécessite de la mettre en regard et donc d'être alimenté aussi par d'autres, confronté. Donc, quels sont les acteurs qui sont spécialistes de la démarche stratégique? Alors, je vais partir de cette question et je vais repartir dans la segmentation qu'a donnée Eric tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais d'abord traiter la question de l'organisation et après, je traiterai la question du collectif territorial.
Concernant l'organisation, très clairement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, en fait, on est le plus mauvais juge pour pouvoir s'accompagner soi-même sur sa stratégie. Donc, il est important d'avoir un tiers de confiance qui puisse finalement accompagner cette démarche, puisque comme je le disais, en fait, la stratégie, c'est moins dans la qualité des réponses que dans la qualité des questions. Et dans le cheminement pour faire réfléchir, pour être certain qu'en fait, on est sur un fondement profond. Et pour ça, vous avez trois catégories d'acteurs qui sont très importants, bien évidemment. Vous avez d'abord les métiers du conseil en stratégie management, représentés par la Fédération Consulting France. Quand vous regardez aujourd'hui l'engagement de la profession, par exemple, eh bien, depuis 2008, elle s'est engagée pour accompagner dans des conditions complètement adaptées les structures d'intérêt général. Pourquoi? Parce que la profession a bien conscience que qu'on soit une entreprise, qu'on soit un acteur public, qu'on soit une structure d'intérêt général, ben finalement, il faut accompagner les démarches stratégiques et le professionnalisme des cabinets de conseil en stratégie management est bien évidemment un des leviers complètement essentiels. Le deuxième type d'acteurs, c'est ceux qui vont avoir une spécialité sur un sujet donné qui peut être la question clé ou l'acteur clé du sujet. On peut penser, je viens de parler des structures d'intérêt général, on peut penser la DASI pour accompagner la stratégie des têtes de réseau associatives et des associations d'intérêt général. On peut penser aussi, lorsque le prisme d'entrée est réellement par la question des objectifs du développement durable, les EDD, tout le travail remarquable que fait le comité 21 là-dessus pour accompagner les organisations dans ce sens. Donc le deuxième finalement angle d'acteurs, après les cabinets conseils en stratégie management, c'est les acteurs spécialistes parce qu'on peut avoir un angle de vue qui peut finalement justifier d'aller vers un acteur plus spécifique. Et puis il y a un troisième type d'acteur qui a un rôle essentiel dans la stratégie et qui peut avoir un rôle d'accompagnement très important. Ce sont bien évidemment les fédérations professionnelles pour les entreprises ou les têtes de réseau associatives pour le secteur associatif, parce que bien évidemment la dynamique collective est aussi une dynamique extrêmement structurante pour pouvoir accompagner. On peut citer par exemple tout le travail remarquable que depuis 2008 fait la Fédération des entreprises de propreté pour accompagner les stratégies d'entreprise et notamment dans l'intégration de toutes les démarches de responsabilité sociétale d'entreprise pour en faire des vrais leviers stratégiques et d'innovation pour ces entreprises. Donc, quelque part, dans l'accompagnement, chacun pourra choisir entre des consultants, entre des spécialistes d'un sujet, et puis finalement la façon d'être associé et de s'associer aux travaux des fédérations professionnelles et des têtes de réseau. Il y a un deuxième, et là vous avez, Eric a introduit la question finalement des territoires. C'est-à-dire quand la stratégie n'est plus la stratégie d'une organisation, mais la stratégie d'un ensemble d'organisations, d'un territoire complet qui réunit à la fois les organisations et les habitants du même territoire. Bien, c'est là où, à notre sens, la place des catalyseurs territoriaux pour finalement progressivement aider le territoire à définir sa propre stratégie peut être tout à fait essentielle. Et il nous semble qu'au moment où les démarche de co-construction territoriale devient de plus en plus prégnante, où de plus en plus de territoires rentrent dans cette dynamique. Je rappelle que 76% des maires considèrent que leur territoire est entré dans cette dynamique de co-construction, mais qui sont 46% d'entre eux à ne pas savoir encore comment faire concrètement. Eh bien, sans doute, il y a l'émergence de ces catalyseurs territoriaux qui sont des acteurs de lien dans le territoire pour faire réfléchir collectivement sur cette stratégie. Là encore, bien évidemment, être aide à la décision par rapport à l'acteur institutionnel, puisque il est bien évident que l'acteur institutionnel prendra les choix collectifs qui s'imposent pour un territoire donné. Voilà pour moi les grands acteurs qui peuvent contribuer finalement à répondre et à accompagner ces démarches stratégiques. Juste petit point d'attention pour ceux qui ne l'auraient pas encore noté, on vient de parler des catalyseurs. Le 26 juin prochain, à Paris, à la Fédération nationale des caisses d'épargne, n'hésitez pas bien évidemment à participer à la 5e rencontre des pionniers des alliances en territoire, puisque c'est ensemble, valorisons les territoires, et qu'on est tout à fait dans cette stratégie territoriale. Alors, je vois que l'heure avance, donc ce qu'on vous propose pour terminer, c'est de vous expliquer un peu ce que vous allez voir et trouver dans la plateforme L'innovation territoriale en action. Alors, tout d'abord, cette plateforme, vous allez avoir le thème « Définir sa stratégie ». Ça va vous permettre d'avoir des éléments d'éclairage sur finalement quel peut être le bilan objectif de sa situation, comment on peut se positionner dans son écosystème et comment on peut se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'était tout
toute la présentation de tout à l'heure. Et très concrètement, lorsque vous allez aller sur la page définir sa stratégie, comme pour toutes les pages de la plateforme, elles se distinguent en 3 grandes parties. Vous allez avoir des éléments de compréhension, on va vous expliquer finalement quels sont les enjeux d'une démarche stratégique. Ensuite, vous allez avoir des éléments d'appropriation, et alors là, vous en aurez 3. Vous allez avoir des documents de référence, des méthodes, donc je vais vous en parler un peu plus en détail tout à l'heure, et des modules de e-learning, à la fois sur la stratégie et aussi sur la conduite du changement. Et enfin, des éléments pour agir plus concrètement, donc pour aller plus loin, pour agir. Et là, on vous renverra vers 4 centres de capitalisation que je vais vous présenter rapidement tout de suite. Alors, s'agissant des méthodes qu'on vous propose, ce sont donc des méthodes d'autodiagnostic. Donc, l'objectif, c'est vraiment de vous donner un cadre de réflexion. Hein, c'est toute la question de Charles et le cheminement de Charles Benoît tout à l'heure. C'est quelles sont les grandes questions qu'il faut se poser si l'on veut mettre en place une démarche stratégique. On vous propose 3 grands documents. Le premier, c'est ce qu'on a appelé l'autodiagnostic analyse stratégique. Là, l'objectif, c'est vraiment de faire un travail d'introspection sur son organisation, de faire un 360 degrés, de poser des questions autour des 7 grandes composantes de son projet. Ensuite, on a une autre méthode qui s'appelle l'autodiagnostic innovation territoriale. Donc là, c'est vraiment comment on peut qualifier cette innovation, comment pouvoir la valoriser au sein de son écosystème. Et enfin, le troisième élément méthodologique, c'est ce qu'on a appelé méthode CAP 2030. Et là, c'est une présentation de la méthode qui permet en fait de qualifier comment on peut répondre aux défis collectifs et comment donc l'organisation va pouvoir se transformer. Donc, 3 méthodes pour se positionner. Ensuite, je vais vous parler également de centres de capitalisation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner accès à des ressources très concrètes pour agir plus efficacement. Et là, ça va un peu dépendre finalement de qui vous êtes. Est-ce que vous êtes une association, une entreprise, une fondation ou une collectivité territoriale? Donc c'est pour ça que via la page de la plateforme territoriale en action, vous allez pouvoir être orienté vers 4 centres de ressources distincts. Et ces 4 centres de capitalisation, en fait, ils sont organisés toujours de la même façon, c'est-à-dire vous pouvez rentrer soit par des cadres de référence, c'est-à-dire les documents qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre le sujet, des illustrations, des méthodes et les boîtes à outils qui vont bien pour agir concrètement sur la thématique qui vous intéresse. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur le thème définir sa stratégie, sur les éléments que vous allez retrouver également sur cette plateforme. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est évidemment à votre disposition. Je vois qu'il y a une question qui nous est posée sur quels sont les acteurs qui peuvent aider à répondre aux besoins des territoires. Je vous invite à regarder dans un premier temps sur l'Observatoire des partenariats les analyses par territoire qui ont permis de qualifier quelles sont les fragilités prioritaires perçues par les citoyens, les élus, les responsables associatifs, les dirigeants d'entreprise sur chacune des grandes régions françaises, et à partir de là, de pouvoir aussi échanger avec les acteurs de territoire qui se mobilisent dans ces dynamiques-là. On peut penser pour les acteurs, les structures d'intérêt général, notamment aux dispositifs locaux d'accompagnement, les DLA qui peuvent être à disposition. Vous avez pour les entreprises de plus en plus de clubs d'entreprises qui se mettent en place pour réfléchir collectivement sur ces dynamiques-là, ou les plateformes RSE territoriales, comme celle de Nantes Métropole, par exemple, qui sont de plus en plus actifs sur ce sujet-là. Donc, vraiment, on voit apparaître aujourd'hui, et c'est ça la dynamique de catalyseurs territoriaux dont je parlais tout à l'heure, et pour la personne qui a posé la question, vraiment, je l'invite à venir rencontrer physiquement les 100 ou 150 catalyseurs territoriaux qui seront là le 26 juin prochain. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on voit bien qu'en une décennie, de plus en plus d'acteurs justement, ont vu l'importance de créer ce que nous on appelle la troisième ingénierie, c'est-à-dire cette ingénierie relationnelle sur les territoires qui permet de partager quels sont les besoins des territoires. Et on voit bien que c'est compliqué d'avoir un acteur qui va pouvoir répondre à cette question-là, et c'est là où la multiplicité des acteurs peut permettre d'y répondre. Nous avons une réunion de travail avec nos amis du RNMA dans un instant sur la question de comment apprendre à co-construire. Bien évidemment, les maisons des associations sont aussi des lieux où on peut avoir cette dynamique-là. Bref, il y a de plus en plus d'acteurs qui finalement s'intéressent à ce sujet, de plus en plus de données, de sources, je rappelle ceux de l'Observatoire des partenariats, mais bien évidemment le CGET, Territoire Conseil,
ont des mines d'informations sur ces sujets-là. On vous invite vraiment à pouvoir le regarder. Et puis, à vous référer au réseau des pionniers des alliances en territoire. Il y en a aujourd'hui 350 et on espère bien qu'il y en aura encore plus demain et encore plus après le 26 juin prochain. Je voulais aussi vous rappeler que cet outil, finalement, est vraiment fait pour être construit tout au long de l'année et justement pour but de faire un lien, quelque part, entre les acteurs qui se questionnent sur l'innovation territoriale, sur la façon de construire ensemble des solutions. Et bien évidemment, vos remontées d'action, certains d'entre vous le font et en témoignent dans leur propre territoire. Revenant de l'Assemblée générale de Ville-au-Carré, je suis très heureux que nos amis impliqués dans les entreprises locales aient souligné l'importance de ce type d'outils. Et d'ailleurs, ils ont une démarche absolument exemplaire avec entre le MEDEF local et les DLE de la région centre. Hein. Donc, quelque part, ces retours d'expérience-là, n'hésitez pas à les remonter, à les partager, puisque c'est à travers les exemples concrets qu'on pourra ensemble montrer, que c'est possible, mais surtout, et encore plus, que c'est déjà là, qu'il y a une multitude d'initiatives de territoire, d'innovation territoriale. Et l'objectif de cette plateforme, c'est vraiment de pouvoir les valoriser, de montrer finalement, de donner à voir que nous pouvons avoir confiance dans l'avenir, parce que oui, les acteurs sont actuellement à l'œuvre, à la manœuvre pour inventer des solutions pour demain. Merci d'avoir démontré encore aujourd'hui, à travers finalement cette réflexion sur la stratégie, que nous étions un certain nombre à pouvoir croire dans la capacité de transformer notre société. Et il y avait quand même une petite question d'Antoine qui était très intéressante, c'est de la place du politique dans tout ça. Ah, la place du politique. Eh bien, vous avez vu que nous avons fait ce webinaire sur la stratégie. Et nous avons vu, vous avez vu que toute la démarche stratégique, c'est un outil d'aide à la décision. Vraiment, la stratégie, c'est d'aider les décideurs à décider. Eh bien, les politiques, c'est clair, c'est à eux de décider. C'est pour ça qu'ils sont élus. En revanche, s'ils ne sont pas outillés avec des outils d'aide à la décision pertinents, s'ils n'ont pas cet éclairage dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire quelle est cette réalité de terrain qui permet de construire finalement l'avenir vers lequel on veut aller, eh bien, il est fort à parier que leurs décisions ne soient pas des décisions stratégiques, mais tacticiennes. Et donc, notre objectif, je crois, pour tout acteur qui croit dans la co-construction territoriale, c'est d'outiller nos décideurs territoriaux, que sont les élus. Et encore une fois, personne ne peut se substituer à nos élus, sinon nous sortirions d'un état de droit et d'un état démocratique. Mais en revanche, tout nous incite à les nourrir, à leur donner de la matière à réfléchir à travers des exemples concrets de ce qu'il y a. Et je ne rencontre pas un élu, nous étions encore au cabinet de secrétaire d'État auprès de Gabriel Attal, auprès du ministre de l'Éducation nationale en début de semaine. Je ne rencontre pas des élus et des gouvernants qui n'aient pas envie d'écouter ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, la stratégie, c'est d'apporter finalement à nos élus les capacités de prendre en toute conscience et en toute pertinence les choix collectifs que nous avons faits. Et ça, pour la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Donc oui, cette co-construction territoriale, elle est au cœur de l'évolution démocratique, non pas pour se substituer ou venir se remplacer les élus, mais au contraire, dans un moment donné où il est de plus en plus difficile de décider, de venir les outiller, leur dire que nous sommes à leur côté, en leur donnant les éléments pour décider dans le bon sens. Et bien voilà, ce webinaire se termine. Merci beaucoup à tous pour votre écoute et puis pour vos questions. Bien sûr, ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le reconsulter, consulter le PowerPoint qui est également mis à disposition sur la plateforme. Et on vous souhaite à tous une très bonne journée et une très bonne fin de semaine. À très bientôt, au mois prochain.